La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Pour la 16e fois, la commission mixte paritaire Bénin-Togo sur la délimitation de la frontière s'est réunie à Lomé. Les experts évaluent ce qui est déjà réalisé dans le cadre de la démarcation de la frontière qui sépare les deux pays. Et puis le monde de la communication du Togo aura un nouveau code revisité. Il s'agit d'adapter les mesures qui sont contenues aux réalités de l'heure. Les journalistes y réfléchissent depuis hier à Palimé. Voilà donc pour les titres. La 16e session de la commission mixte paritaire bénino-togolaise de la délimitation de la frontière s'est ouverte ce matin. Les experts sont à Lomé pour évaluer les actions menées dans le contexte de la réaffirmation de la frontière Togo-Bénin. Plusieurs bornes ont déjà été construites et le développement des zones frontalières se poursuit. Le compte rendu avec Delphine Agbassou et Eden Sousoupo. De la coopération transfrontalière entre le Togo et le Bénin est depuis un certain temps effective. Elle se matérialise par la réaffirmation de leurs frontières communes. L'idée est de faire en sorte que les zones frontalières soient pacifiées et développées et ne deviennent pas des espaces de conflit. La commission mixte paritaire bénino-togolaise de délimitation de la frontière à cette 16e session va faire le point des actions de réaffirmation de la frontière Togo-Bénin. Les frontières, quand on les connaît, quand on les accepte, ça n'a plus de sens. Parce que ceux qui sont sur les frontières sont des frères. Moi, je suis d'Agoué. Mon grand frère est d'Anéo. Vous voyez, alors qu'on a un même père, parce qu'on s'est retrouvé malheureusement de part et d'autre de la frontière. Et cette frontière nous a été imposée par les autres. Alors, nous avons pris l'option de permettre à nos États de connaître cette frontière imposée, de les accepter. Si on ne fait rien, demain, les terroristes viendront prendre leur peu déjeuner à Cotonou. Ils viendront prendre leur peu déjeuner à Lomé. S'il n'y a pas un peu de solidarité, ça ne marche. Si vous prenez le cas du Bénin et du Togo, nous avons pris l'option d'abord sur nos budgets propres et sur le budget de nos gouvernements de développer les zones frontalières. Avec l'appui de la GZ, nous avons construit énormément de points d'eau aujourd'hui dans le secteur de Machadom, dans le secteur de Waké, etc. Nous avons aussi désenclavé les zones par des voies qui permettent à nos populations de sortir. Nous avons construit des centres de santé et nous avons rapproché la sécurité de nos populations. 120 bornes ont été déterminées tout au long des 604 km. 88 bornes ont été déjà construites grâce à la GIZ. Nous sommes en train de clairement définir les frontières entre les pays, donc dans ces cas-là le Togo et le Bénin, pour que la population qui habite dans la région puisse en profiter de nos interventions. Les frontières sont clairement définies et pour que le développement économique, socio-économique et culturel soit bien promu et la sécurité soit garantie, bien sûr, pour la population. Parce que vous savez que parfois il y a des conflits transfrontaliers et nous faisons tout ce possible avec nos partenaires dans les deux pays pour soutenir ce développement positif. La CEDEAO soutient ce projet perçu comme un puissant instrument d'intégration. La bonne gestion des frontières contribue inévitablement à lutter contre l'insécurité. Elle favorise également les échanges intracommunautaires. La coopération transfrontalière ne peut être efficace que lorsque la frontière est bien gérée. Et le programme de la commission de la CEDEAO en ce qui concerne la coopération transfrontalière vise à créer au niveau des espaces frontaliers des zones et des infrastructures de vie communes, notamment la création de marchés, la création des hôpitaux ou des écoles, des points de loisirs, pour permettre aux populations qui vivent de part et d'autre de la frontière de continuer par coopérer, par vivre comme si la frontière n'existait pas.
Les gouvernants du Togo et du Bénin enclenchent ainsi le développement endogène de leurs populations respectives. Les différents frontaliers n'ont plus droit de cité au sein des deux pays, à en croire le ministre togolais en charge de l'administration territoriale, Payadoa Boukessi. Les populations ignorent les barrières politiques et géographiques que représentent les frontières. Cependant, pour les gouvernants, tout en respectant ce vœu cher à leur peuple, il est important de travailler à consolider cet espace d'échange et de contact permanent en tenant compte de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Les chefs d'État de nos deux pays attendent beaucoup des opérations de réaffirmation de nos frontières communes. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à vous investir au cours des travaux de cette session pour des réflexions approfondies afin de sortir des conclusions pertinentes qui permettent d'engager nos deux pays dans une dynamique susceptible de garantir la paix et la sécurité et que les frontières deviennent des milieux de développement et non des espaces de conflit. Les 2 jours de travaux permettront également de signer conjointement le mémorandum d'entente sur les services de sécurité, des renseignements et de la protection sociale. Direction à présent Palimé, où les professionnels des médias publics et privés prennent connaissance des modifications introduites dans le futur code de la presse et de la communication. Ils vont ainsi valider l'avant-projet de loi. Les précisions avec Firmin Adjinari. Le secteur des médias a connu au Togo une libéralisation progressive encadrée par une réglementation. Elle veut permettre aux médias, notamment les télévisions, radios, la presse écrite et la presse en ligne, de s'adapter aux mutations de l'environnement médiatique, des technologies et l'avènement du numérique. D'où la rencontre des professionnels des médias à Palimé pour validation de projets de loi portant code de la presse et de la communication en République togolaise. Le code de la presse, à sa dernière version ou à sa version actuelle, date de 2004. Et vous savez donc que les choses évoluent. Il y a urgence justement de faire la relecture de ces textes-là. Il faudra introduire certains aspects. Et ça prend en compte également, disons, certaines compétences qui n'y avait pas donc dans l'ancien code. La révision du code de la presse et de la communication est une étape déterminante dans la professionnalisation du secteur médiatique togolais. Aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine de sites internet qui font de l'information, qui font de l'actualité. Il faut donc définir les conditions dans lesquelles ces sites internet qui font de l'actualité peuvent exister, peuvent évoluer, comment les réguler, comment les encadrer et comment les aider également à pouvoir assez librement faire le métier de journaliste. Vous savez aussi, la presse, c'est quand même un monde économique qu'il faut gérer. Il faut avoir toutes les notions qui permettent de gérer convenablement une entreprise. Et je crois que désormais, ce sont des entreprises de presse qui créent des organes et c'est ce sur quoi nous tenons à insister. Le nouveau texte prévoit des dispositions pour une concurrence saine et loyale entre les divers opérateurs et entend contribuer à la production et au développement d'informations qui respectent les normes déontologiques et éthiques de la presse. Les litiges fonciers représentent l'essentiel des affaires devant les juridictions togolaises et leur traitement n'est pas chose aisée. Eh bien, désormais, les magistrats seront aidés par le Vademecum, le manuel de règlement de ces types de litiges. Un nouvel outil que leur font découvrir les ministres de la Justice et de l'Urbanisme à travers le pays. L'étape de Kara avec notre correspondant sur place, Nestor Mozo. La problématique du foncier, un véritable casse-tête pour le pouvoir public au Togo. Malgré les efforts du gouvernement, les doubles ventes de terrain et l'occupation des réserves administratives persistent. À côté du nouveau code foncier, un autre outil vient d'être élaboré. Il s'agit du Vademecum. Cet instrument est au centre des débats entre une délégation interministérielle et les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Kara, cour qui comprend 15 juridictions. La rencontre a pour intérêt d'amener les magistrats à maîtriser le contenu du Vademecum pour un changement de paradigme dans la gestion des conflits fonciers. Ce document Vademecum, qui est une terminologie latine,
doit pouvoir nous pousser vers son contenu, puisque nous devons l'utiliser comme une bréviaire. Vade-mecum, c'est viens avec moi ou va avec moi. C'est-à-dire, ils doivent être avec nous tout le temps. Et à force de le parcourir, nous aurons une certaine expertise, un certain flair dans le règlement de ces problèmes-là qui nous sont soumis chaque jour par nos pauvres populations, par le peuple au nom duquel nous rendons la justice. Nous sommes là pour vous inviter à considérer que le travail que vous-même vous avez fait ne doit pas être un travail vain et que vous devez changer d'approche pour le règlement de ces litiges fonciers. Cela contribuera à la paix sociale. 70 à 80% des litiges enregistrés par les tribunaux au Togo sont liés au foncier. Le Vade-mecum oblige tous les acteurs de la justice à avoir un même langage, selon la ministre en charge de l'urbanisme. J'ai un terrain, je veux le vendre à X, Y, Z. À un moment donné, je reviens encore pour dire je ne l'ai pas vendu. Je vais monter mes parents pour venir dire ah, elle l'a vendu sans nous. Et ça devient comme un tourbillon. Et de Lomé jusqu'à Saint-Cassé pour résoudre les problèmes, on n'a pas la même solution. Quand on prend tel juge, il a sa façon de voir et le document qu'on va partager permettra à chacun de nous, à chacun de vous surtout, de parler le même langage et de pouvoir nous appuyer, nous, en tant que garants du foncier. La sécurité juridique et judiciaire voulue par ce nouveau document est un facteur pris en compte dans le processus d'amélioration du climat des affaires et répond à l'axe 3 du plan national de développement relatif à l'accès aux droits à tous. C'est pourquoi la délégation interministérielle a convié les participants au respect des dispositions du Vade-mecum. Et parlant toujours du foncier, plus de 50% de la population active togolaise est agricole avec une forte proportion de femmes. Quoique fortement représentées, les femmes sont souvent oubliées ou lésées en matière d'accès à la terre. Où en est donc le Togo pour un changement de mentalité? Et le monde répond dans ce dossier réalisé par Sergine Raimondo et présenté par Sonia Aminipo. Les dernières statistiques montrent que la population agricole togolaise est constituée de 51% de femmes contre 48,9% d'hommes. Les femmes sont alors beaucoup plus présentes à tous les niveaux de la production. Pour leur donner un égal accès à la chose foncière, des dispositifs juridiques se mettent en place. Le nouveau code foncier et domanial, par exemple, reste un outil juridique qui concède à la gente féminine le droit à la terre au même titre que les hommes. Le Togo a ratifié tous les tests internationaux et élaboré des tests nationaux pour permettre une égalité d'accès des femmes à la terre au même titre que les hommes. À ce titre, je peux citer le Code des personnes et de la famille révisé en 2014 qui donne un statut égal aux femmes et aux hommes en matière d'accès à la terre. Également, le Code foncier qui vient d'être validé a également prévu des dispositions en ce sens et aussi la loi d'orientation agricole est venue entériner toutes ces dispositions juridiques en la matière. Sur toute la chaîne de production agricole, on les retrouve. Malgré cette forte implication, il y a beaucoup qui ignorent encore leur droit à l'accès à la terre et subissent au jour le jour ce qu'il convient de nommer ici l'injustice foncière. Nous avons toujours un problème de l'accès à la terre et l'État togolais a adopté des lois sur le foncier. Mais cependant, nous ne sommes pas encore au parfait de ces lois-là. Bon, nous sommes en train d'avoir aussi des partenaires qui vont nous aider à sensibiliser nos femmes, à aussi apporter l'information. Il y a d'abord la méconnaissance des tests par la femme elle-même et par la population. Il y a également, surtout, les pesanteurs socioculturelles. Je dirais à mes sœurs
à mes consoeurs de s'informer, d'aller à l'information. Aujourd'hui, les tests sont disponibles. Il faut qu'elles s'approprient ces tests-là et qu'elles puissent réclamer elles-mêmes leurs droits. Le gouvernement togolais et bien d'autres organisations nationales qu'internationales s'emploient à un éveil de conscience collective sur la question. Et cela pour que toutes les femmes jouissent à tous les niveaux de leur droit d'accès à la terre au Togo. Et le Togo disposera bientôt d'une politique nationale de l'équité et de l'égalité de genre. Ceci permettra la promotion et l'autonomisation intégrale de la femme togolaise face aux défis de l'heure. Les précisions avec Edwige Atapa Bassabi et Sandra Aziagbe. Le Togo actualise son document de politique nationale de l'équité et de l'égalité genre. Il veut être en cohérence avec les engagements internationaux. Et le document est ici soumis à examen en vue de son adoption pour finalement se doter d'un nouvel outil qui devra prendre en compte les nouvelles orientations en matière de genre. La politique de 2011 a fait son temps. Ça fait déjà pratiquement une décennie que nous sommes en train de la mettre en œuvre. L'environnement international a évolué avec l'adoption des ODD en lieu et place des OMD et nous avons donc à nous adapter avec ce nouvel environnement. C'est ce qui a orienté cette initiative d'actualisation de la politique nationale d'équité et d'égalité des genres dans notre pays. Ce nouveau document sera une référence clé pour toutes les actions de développement en cohérence avec la thématique. Nous attendons à ce que chaque secteur et chaque acteur de développement pourra apporter sa pierre à l'édification de cette politique-là pour nous permettre d'atteindre davantage de résultats et de réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Tout ceci pour une mise en œuvre efficiente du PND à travers l'autonomisation des femmes et leur participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus. Les comptables des entreprises et sociétés se sont appropriés les notions relatives à la certification sans réserve. C'était hier à Kpalimé, une formation qui leur a permis d'acquérir des connaissances sur la rédaction de rapports et la préparation des dossiers pour baliser ainsi la voie au commissaire aux comptes, et tout ceci pour un audit réussi. Les explications avec Luc Assis. Les comptables et responsables des structures publiques et privées se forment sur la certification des comptes sans réserve. Ils se préparent ainsi à bien remplir les conditions requises avant le passage d'un commissaire aux comptes pour un audit réussi. Ceci répond à la volonté du groupe Hang & Partners Consulting, un cabinet d'experts comptables, d'amener les participants à accueillir efficacement les experts comptables pour la certification des comptes. Nous avons remarqué que lorsque vous partez chez les clients, des états qui pouvaient être certifiés sans réserve ne le sont pas. Parce que on n'a pas su préparer les documents à l'avance et l'exécution de la mission devient assez difficile. Lorsque le commissaire aux comptes vient chez vous, il a une certaine méthodologie de travail. Il faut préparer déjà vos états financiers, préparer la comptabilité, mettre à jour certaines documentations, mettre à jour également ou bien prendre les dispositions pour la logistique. Comment rédiger le rapport de gestion, si vous comprenez les diligences que le commissaire aux comptes viendra faire. Par exemple, l'inventaire, les immobilisations, les autres régularisations. Session de formation qui comble les attentes des comptables et responsables de structures ici présents. Le formateur nous a déjà donné comme prérequis de pouvoir bien faire sa comptabilité, donc de mieux préparer les documents lorsque le commissaire au compte serait là. Donc dès qu'il voit que tout est OK, donc ça lui permet de faire bien son travail et qu'après, à la fin, il peut donner ses recommandations et c'est en fonction de ces recommandations, il faut mettre les choses en pratique et à la fin avoir un état financier d'assurance de
de confiance. Disposer d'un compte certifié sans réserve présente plusieurs avantages aux sociétés et entreprises qui s'inscrivent dans la démarche. Nous venons donner des assurances, c'est-à-dire vous avez votre entité que vous confiez à des gestionnaires. Il y a ce que nous appelons une relation d'agence. Celui qui gère connaît mieux l'entreprise que vous. Alors, on va nous demander à nous, qui sommes des commissaires aux comptes, de venir s'assurer que ce que vous avez déclaré est conforme à ce qui doit être fait. Nous disons que vos états financiers sont fiables. Nous faisons de l'audit social. Nous faisons beaucoup également du conseil. Nous faisons des recrutements. Nous faisons des formations parce que, on le dit, la première richesse est d'abord l'homme. Présent au Burkina Faso et au Togo, le cabinet d'experts comptables HPC Group propose une panoplie de services au profit des entreprises et sociétés. Les acteurs et partenaires du secteur éducatif du Togo procèdent depuis hier à la revue sectorielle nationale de l'éducation. Cela s'inscrit dans le cadre de la révision de tout le plan de fonctionnement de ce secteur pour une éducation de qualité dans notre pays. Les précisions avec Gisèle Kozona et Yasmine Kodia. Un système éducatif plus performant, c'est ce à quoi le gouvernement togolais et ses partenaires internationaux et acteurs de l'éducation aspirent à cette rencontre de réflexion annuelle. Ici, ils vont poser les bases de l'éducation à travers les stratégies de développement en vue d'une éducation plus inclusive qui répond aux défis de l'heure. On a constaté que les plus pauvres, surtout dans les zones rurales, ont beaucoup de chances à ne pas atteindre les cycles supérieurs du système éducatif. On a remarqué également que les filles sont moins nombreuses à atteindre les niveaux supérieurs d'éducation. Pratiquement la moitié de nos enfants qui réussissent au CEPD n'ont pas les compétences nécessaires qu'on devrait avoir en classe de CM2. Un tiers de nos élèves qui obtient le BEPC n'a pas les compétences qu'on devrait avoir en classe de 3e. Et ça pose un problème de qualité. On a constaté qu'il y a un grand nombre d'enseignants qui n'ont pas les qualifications requises. Il s'agit surtout des enseignants volontaires qui représentent environ 42% du corps enseignant dans notre pays, ce qui nous pose d'énormes problèmes de qualité. Pendant 3 jours, les travaux de la revue sectorielle conjointe consultative 2019 vont porter sur les principaux résultats du diagnostic sectoriel lancé le 4 septembre 2018 pour mieux identifier les freins et appréhender les difficultés auxquelles sont confrontés le dit secteur. 2 rencontres de consultation sont prévues pour les apprenants et 3 jours de consultation régionale pour des acteurs et partenaires dans les jours à venir. À la dernière réunion ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en mai dernier, mai 2018, les États membres ont pris pour engagement de renforcer leurs forces face aux menaces sécuritaires de l'heure. Le Togo, pour sa part, a mis en place cette force en attente chargée du maintien de la paix. Et depuis le début de cette semaine, une délégation de la commission chargée des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO séjourne justement à Lomé en vue de s'assurer de l'effectivité et l'efficacité de cette force. Les précisions avec Augustin Kossi. Une visite d'inspection de la commission des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO au Togo. À sa tête, le général Francis Béanzé. La délégation a pour mission de vérifier la disponibilité et l'opérationnalité effective du matériel ainsi que du personnel de la composante togolaise de la force en attente de la CEDEAO-FAC. Une force instituée par les chefs d'État de la sous-région pour renforcer leurs unités nationales face aux menaces multiformes de l'heure de plus en plus organisées. Après avoir rendu visite au chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de division Abalo Katanga, la délégation a eu droit à une présentation sur la composition de la force en attente togolaise. Puis, au centre d'entraînement aux opérations de maintien de paix, elle a inspecté un bataillon d'unités de police constitué.
the standby unit, which the Republic of Togo has pledged to the ECOWAS standby force to see your state of readiness, equipment, and to see your training program and equipment. Nous sommes ici au Togo dans le cadre d'une inspection. Le Togo a fait recours à la force en attente de la CEDEAO pour venir travailler ensemble et voir le niveau d'entraînement, les programmes de formation et l'équipement. Depuis notre séjour, je suis content et satisfait de tout ce que j'ai vu. De ce que nous avons vu, il est clair que la force en attente ici est au-delà de 15% de son opérationnalisation. Nous sommes aussi intéressés par la discipline dont fait montre cette force. Vraiment, le Togo fait des efforts appréciables. L'entraînement est un processus continu de formation dans l'armée suivant le système de la police. J'exhorte seulement le Togo à continuer les entraînements. Nous ne souhaitons pas une guerre dans notre sous-région. Nous voulons la paix, mais nous devons être prêts à toute éventualité. Les menaces auxquelles nous faisons face dans la sous-région, notamment le terrorisme, prennent de l'ampleur. Et je suis conscient que la force en attente de la CEDEAO a sa partition à jouer dans la quête de la paix et de la sécurité pour l'espace. Une compagnie motorisée, une compagnie d'appui et de suivi, la logistique et un hôpital HM2 ont été également inspectés. Une visite qui s'inscrit dans le contexte des engagements pris par le Togo lors de la 38e réunion ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Lomé le 16 mai 2018. Et le reste de l'actualité de ce jeudi est marqué par le décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi. Il s'est éteint à l'hôpital militaire de Tunis à 92 ans. Et aussitôt après l'annonce de son décès, c'est le président du Parlement tunisien Mohamed Ennaker qui reprend l'intérim. Départ hier de la première vague, de Lomé, de la première vague des pèlerins en direction de l'Arabie Saoudite pour le Hajj de cette année 2019. Ils vont ainsi accomplir les rites du 5e pilier de l'islam. Le compte rendu avec Bénédicte Aleke et Medina Salami. Pour le pèlerinage en terre sainte de l'islam. 287 pèlerins constituent la première vague des Togolais musulmans pour accomplir ce pilier de l'islam en Arabie Saoudite. À l'intérieur de l'appareil, il faut les voir confortablement assis et en communion d'esprit avec les deux autres vagues. Pour beaucoup d'entre eux, c'est leur premier voyage. C'est ma première fois. Arrivé, j'ai forcé, faire le travail que ce qu'on demande de faire. Et je vais prier beaucoup. Il y a 4 éléments qui caractérisent le pèlerinage. 4 éléments fondamentaux. Quand vous ratez un des éléments, vous n'avez pas le pèlerinage valable. La tenue de sacralisation. Après, vous allez faire la tawaf, tourner 7 fois autour de cette maison qu'Abraham a vue, qui n'est pas l'œuvre d'un individu, qu'Abraham a reconstruit. Après l'étape là, vous allez faire 3e étape, la course entre Safa et Marwa. Le 4e élément fondamental, c'est Arafat, la station à Arafat. 2250 Togolais vont répondre à ce rendez-vous annuel des musulmans du monde entier. D'autres vols sont prévus pour les 25 et 26 juillet. Il y a 2250 pèlerins qui vont y aller. Nous ne lésinons pas. Il faut que ce soit parfait. Tout ce que nous pouvons faire pour assurer la sécurité aérienne maximale, nous l'avons fait. Discuter avec les pilotes et on veille au grain. Et maintenant, Allah, le reste. Et je sais qu'Allah aime beaucoup le Togo, tous les Togolais, toutes les autorités, si bien que je peux dire, nous allons prier que tout se passe bien. Ils ont promis qu'ils vont faire des prières pour le Togo, qu'Allah les accompagne. Et comme il était encore nécessaire, le ministre de l'administration territoriale et celui de la sécurité ont ici rappelé les dispositions prises pour assurer à chaque pèlerin un bon voyage. C'est une rencontre des millions d'hommes et de femmes. Et il faut prendre des mesures de sécurité aussi pour nos pèlerins. La commission, sur instruction du président de la République, a désigné certains agents de sécurité pour accompagner nos pèlerins. Par le passé, on a eu des problèmes parce qu'il y a certains compatriotes qui vivent là-bas qui tentent d'arracher les places des pèlerins.
Aujourd'hui, avec les éléments de sécurité qui sont désignés, ils veillent à ce que ces comportements ne se reproduisent plus. Et ce que nous avons dit en outre, c'est la transmission à tous les pèlerins d'un message du chef de l'État, son Excellence Faure Sozoma Gnassingbé, qui nous a demandé de venir souhaiter bon voyage à tous nos pèlerins. Il leur souhaite un bon séjour également et un bon retour, sain et sauf dans notre pays à l'issue de leur pèlerinage. Les pèlerins togolais, à chaque fois qu'ils sont à la Mecque, prient aussi pour le Togo. Pour cette année également, les pèlerins qui partent vont également prier pour le Togo. Destination Médine, où ils séjourneront durant 7 jours. Ils reviendront dans un mois avec des titres de Al-Hadi et Al-Hadja, avec beaucoup d'autres grâces, selon qu'il est écrit dans le Saint-Coran. Et puis sachez que c'est ce jeudi qu'a été officiellement lancée la 4e édition du concours meilleur volontaire au Togo. Et c'est pour cette édition a pour thème consolider le développement social. Et ce concours est destiné aux volontaires nationaux et internationaux au Togo. Il veut ainsi promouvoir et primer les volontaires qui se sont fait distinguer dans leurs différentes activités, dans leurs différents secteurs d'activité. Et lance également un appel à tous les primo-demandeurs d'emploi à s'investir dans le travail bien fait pour le développement inclusif du pays. Nous reviendrons en détail sur le lancement officiel de ce concours de meilleurs volontaires dans nos prochaines éditions. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'action sociale, est allé apporter son assistance, condoléances, vivre et non-vivre aux familles des victimes du drame survenu le 20 juillet dernier sur le pont à Blotovi, reliant 2 villages dans le canton d'Achambé, dans le Hao. Nous rappelons le bilan, il était de 3 morts suite aux pluies diluviennes. Le reportage est signé Gérard Lagodou. La solidarité du gouvernement envers les victimes des intempéries du 20 juillet dernier. On enregistre 3 décès, dont un enfant de 6 mois. Visiblement, les populations sont encore sous le choc. Ce geste du gouvernement leur va droit au cœur. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas qu'il va y avoir le déplacement de ce monde ici. Non. Nous tenons à remercier vivement le chef de l'État et son gouvernement pour le geste qu'ils nous ont apporté cette matinée. Au-delà des pertes en vie humaine, le sinistre a également causé des dégâts matériels importants dans les localités touchées. La ministre en est profondément émue. En dehors de ce message de condoléances et de compassion du gouvernement, j'ai exprimé ma gratitude aux familles avoisinantes, aux villages avoisinants qui se sont déployés pour soutenir moralement, voire matériellement, les familles éplorées. Nous avons ensuite apporté un appui financier pour l'organisation des obsèques et un appui matériel constitué de vivres et de non-vivres, puis des fournitures scolaires pour les orphelins. La ministre Tchabinandji Kolani Yenchare a invité la population à plus de vigilance durant ces périodes de fortes pluies pour éviter et prévenir de telles situations dramatiques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique porte à la connaissance de la population que les travaux de réhabilitation de la morgue du CHU Sylvanus Olympio étant terminés, sa réouverture sera effective à compter du 1er août 2019. Tout en regrettant les désagréments liés aux travaux, le ministre de la Santé présente une fois encore sa compassion aux familles éplorées. Le bien-être mental des populations préoccupe les autorités de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. L'institution vient de doter l'hôpital psychiatrique de Zébé d'un nouveau joyau. Il s'agit d'une salle d'urgence psychiatrique. Le compte rendu avec Karine Olanlo. Un bâtiment de plus qui vient élargir l'éventail de l'édifice de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Dans cette nouvelle architecture de 103 mètres carrés, sont désormais pris en charge les malades mentaux d'extrême violence. Composé de salles d'accueil,
de consultation et de mise en observation. L'ouvrage est un don de la Banque ouest-africaine de développement BOAD avec un coût estimé à 10 millions de francs CFA. L'idée de mettre en place l'unité psychiatrique est née d'une analyse situationnelle par rapport au fonctionnement du passé. Puisque quand les patients venaient, ils parcouraient tout l'hôpital avant d'accéder aux premières structures d'accueil. Déjà, cette unité nous permet vraiment de faire un tri entre les patients aigus et les patients chroniques. Donc quand les patients arrivent, ils sont reçus, les paramètres sont pris, une consultation est faite. 395 malades ont déjà bénéficié des soins d'urgence psychiatrique depuis mars 2019, ce qui démontre à suffisance l'urgence et l'importance pour l'hôpital de disposer de plus de salles pour administrer des soins de qualité. Ce geste de la BOAD est le deuxième du genre. L'hôpital psychiatrique de Zébé rentre ainsi au volet social de la Banque panafricaine qui, à travers cet ouvrage, veut contribuer au bien-être des populations. Alors, les raisons qui ont poussé la BOAD à porter son aide à l'hôpital psychiatrique sont diverses, mais la principale que je pourrais évoquer, c'est le rôle citoyen de la banque. Vous savez que la banque est à son siège au Togo depuis plus de 40 ans. Et depuis 2 ans, on a, sous instruction du président de la banque, apporté un soutien à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Après ce geste, la BOAD compte intensifier ses actions au profit de l'hôpital psychiatrique de Zébé pour une prise en charge totale des malades admis dans ce centre de traitement. Et nous ouvrons à présent la page des sports de ce soir avec notre désormais ami de tous les jeudis, Jean-Kofi Ededi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, pour la 3e fois consécutive, la Fédération togolaise de football va récompenser les meilleurs acteurs du monde du foot africain. Oui, Anita, et ce sera à travers une soirée dénommée les lauriers de la FTF. L'événement aura lieu le 16 août prochain à Lomé. L'information a été portée à la presse hier à travers une conférence suivie pour nous par Aflim Johnson. Du football de la saison 2018-2019, à savoir joueurs et entraîneurs des championnats nationaux de première et deuxième division, arbitres et arbitres assistants, promoteurs et sponsors vont pour la 3e fois consécutive être récompensés par la FTF. L'événement, dénommé désormais les lauriers FTF, était connu sous différents vocables: nul du football togolais en 2017, puis les trophées FTF en 2018. L'événement, les lauriers FTF, c'est l'émanation de la nuit de récompense que la Fédération togolaise de football a initiée depuis 3 saisons pour récompenser en fin de saison sportive les meilleurs acteurs, ceux-là qui ont pu contribuer aux côtés de la Fédération togolaise de football à la promotion du foot national. À partir de cette année, la Fédération togolaise de football compte institutionnaliser l'événement. Et dans le processus de cette institutionnalisation, nous venons de donner à l'événement une charte identitaire avec un nom qui sera désormais rattaché à l'événement, les lauriers FTF. Meilleurs acteurs évoluant dans les championnats à l'étranger et ceux de la diaspora et meilleurs journalistes font également partie des acteurs à primer. Une rencontre dénommée Match des Étoiles mettra aux prises l'équipe type de la D1 et celle de la D2 le 15 août en prélude à la cérémonie des récompenses prévue le lendemain 16 août à Lomé. À cette rencontre avec la presse, le site internet de la FTF rénové a été également présenté. Aujourd'hui, nous avons tout simplement procédé au relooking de notre site pour le modéliser davantage, beaucoup plus en termes de son ergonomie. Il va être pro-actif et doit permettre beaucoup d'ouverture à la fédération, au football togolais. Nous avons hérité des sites qui fonctionnaient à leur manière, et aussi, il faut dire qu'on n'avait pas le personnel pour. Mais aujourd'hui, nous avons quand même les mécanismes qui me permettent d'avoir le personnel adéquat pour animer ce site. Ce site internet va se transformer dans les prochains jours en portail pour la fluidité des informations sur le football togolais.
Et Jean, je reprécise donc, ce sont les meilleurs acteurs du monde du foot togolais qui seront récompensés. Tout à fait. Démarré à Kara mardi dernier, les finales nationales des championnats scolaires et universitaires ont connu leur apothéose cet après-midi. Oui, effectivement. Et en football, dans la catégorie junior-senior, c'est le lycée d'enseignement technique et professionnel de Sokolé qui l'a emporté 1-0 face au lycée de Pagouda. Mais déjà hier, au niveau universitaire, c'est la FASEG de l'université de Kara qui s'en est sortie victorieuse grâce à ce même score 1-0 devant l'école supérieure des affaires ESA de Lomé. Retour sur les finales de la journée de mercredi avec notre envoyé à Kara, tiens, Piotba. Après avoir perdu la finale chez les dames face à son adversaire de Lomé 2-0, l'université de Kara et plus précisément sa faculté des sciences économiques de gestion Anvers va se rattraper du côté des messieurs devant l'école supérieure des affaires ESA en blanc. Et c'est grâce au but de Nassourundine Issobou à la 10e minute. Face Kara 1, ESA Lomé 0, une victoire que les étudiants de Kara voient comme étant l'aboutissement des efforts consentis en amont. On s'est donné. L'administration s'est engagée à propos des joueurs et depuis qu'on a commencé les entraînements, on n'a pas dû laisser. Les joueurs, on s'est campé, ça fait pratiquement 2 semaines au campus ici. L'administration a pris toute la charge des joueurs parce qu'on a dit qu'ils s'y prennent bien à la charge, la coupe, on va les ramener. Et Dieu faisant, on l'a fait. L'objectif est atteint. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et vraiment, on a gagné. Avant cette finale senior messieurs, celle des Benjamins, où les élèves de l'école primaire publique Clésio de Sokodé, en rose, vont suivre les pas victorieux de leurs aînés de la FASEG Kara. Contre le PP Solidarité de Mango en vert, Clésio fait un but partout et attend au tir au but pour s'en sortir haut les mains, 5 tirs à 3. Toujours dans ce registre des finales nationales des championnats scolaires et universitaires édition 2019, il faut retenir aussi les courses des 1000 et 1500 mètres, le lancer de poids, le saut en longueur où les champions sont connus. Jean, on a assisté le week-end à Womé à l'ouverture de la 5e édition du tournoi Renaissance Cloto. Oui, et ce match d'ouverture a été remporté par le club d'Airo FC de Womé, vainqueur de Aigle Royal de Kpalimé, 3-1. Retrouvons Afrim Johnson. Gabriel Ameyi, ancien président de la Fédération togolaise de football, parrain du tournoi, présent en tribune pour lancer les hostilités de l'acte 5 de Renaissance Cloto. Et le sort a voulu que ce soit une équipe de Womé, fief du concerné, qui donne le ton. Dairo FC, habitué du rendez-vous initié depuis 5 ans par l'association Afrique Terre de Culture ATC, dispute la rencontre inaugurale face à Aigle Royal de Kpalimé, un novice. Après une vingtaine de minutes de ronde d'observation, c'est pourtant la formation la moins expérimentée, Aigle Royal, qui ouvre le score grâce à Machoun Assima. Se voyant brûler la politesse, Dairo se ressaisit très vite et remet le métier à l'ouvrage. Les efforts des Rouges sont récompensés à la 39e minute par ce pénalty que transforme Francis Owusu. L'inspiration retrouvée ne permet cependant pas à Dairo de prendre de l'avance avant la pause. Un but partout. La douloureuse échéance n'est que retardée pour Aigle Royal puisque Dairo accélère un peu plus en seconde période et frappe son adversaire par 2 fois au 46e et 69e minute, un doublé de David Pater. Aigle Royal n'a même pas la chance, ne serait-ce que de réduire la marque. Ça commence idéalement pour Dairo, victorieux 3-1. À l'issue de ce match d'ouverture, le promoteur du tournoi se risque à une promesse. Les amoureux du football du Grand Cloto seront servis en spectacle. Le niveau est très élevé et ce match d'ouverture donne le ton à la compétition. 32 matchs chaque week-end, samedi, dimanche, 2 matchs par jour sur 2 terrains. La grande population du Grand Cloto a de quoi se régaler pendant ces vacances ici. Les scolaires seront bien occupés et là, on espère qu'avec ce projet, il n'y aura pas cette vie d'oisiveté et autres, de la vie de délinquance et autres. Accompagner la jeunesse sportive du Grand Cloto, c'est là une noble mission que Gabriel Ameyi, fils du milieu, accepte d'accomplir, non sans fierté. Ce football que l'on sait, ce que c'est, ça réunit la population
c'est un facteur vraiment d'union et de paix. Donc pour ce qui est de paix, je pense qu'il y a lieu que nous, les sportifs, nous puissions quand même nous intéresser. 32 équipes venues d'Agou, Péléakata, Cloto et Lomé Commune se lancent ainsi dans la chasse au trophée détenu par le Centre Swallows de Lomé. Le vainqueur sera connu le 8 septembre prochain, au soir de la finale. Et puis Jean, une dernière information, samedi un gala de charité aura lieu au stade de Kégué rénové. Oui, effectivement, l'événement va regrouper les grands noms du football africain. Et déjà, on annonce l'arrivée à Lomé du sélectionneur de la RDC, Florent Ibengue. D'autres arrivées sont prévues dans cette nuit et la plupart dans la journée de demain. Il y aura donc un match entre les stars du football africain et les grands noms du football togolais ce samedi après-midi. Rappelons que l'entrée au stade est désormais libre et gratuite. Un cadeau du président de la République, son excellence fort et Sozimna Nyasingbe. Cette rencontre précède la nuit du football africain qui a lieu ce samedi, une soirée faite de dîner de gala et puis de remise des trophées. Anita, j'espère bien que tu seras là. Oui, je serai au stade vu que c'est gratuit grâce au chef de l'État. Tout à fait. Merci Jean et on se retrouve jeudi pour d'autres actualités sportives. Voilà. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.